Il existe aujourd'hui un individu qui concentre entre ses mains un pouvoir autrefois réservé aux États-nations. Il opère dans une zone grise, quelque part entre l'intérêt privé et l'influence géopolitique la plus pure. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de notre époque. Et au cœur de cette réalité, il y a une question fondamentale. Regardons les faits, juste les faits. Quand la guerre éclate en Ukraine, ce n'est pas l'ONU ou une autre grande institution qui maintient les communications vitales du pays. Non, c'est une entreprise privée. On ne parle plus de business ici, on parle de la privatisation de décisions stratégiques. Des décisions de vie ou de mort à l'échelle planétaire. Un seul homme, non élu, contrôle désormais le système nerveux numérique d'un État en guerre. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces projets sont bons ou mauvais. L'enjeu est bien plus profond, il est existentiel. Est-ce que la vision d'un seul homme est en train de devenir le plan de sauvetage de l'humanité ou l'architecture de sa prise de contrôle ? Le code est en train de tourner, il programme notre avenir, qu'on soit d'accord ou non. Pour comprendre la machine, il faut d'abord décoder la façade. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Le mythe soigneusement poli pour la consommation de masse. Le narratif officiel. Le récit le présente comme une sorte d'anomalie, un visionnaire, un preneur de risques qui défie les géants, un génie qui fabrique l'impossible, des voitures électriques aux fusées réutilisables. Son succès a l'air d'une destinée, c'était écrit. Peter Thiel, son ancien partenaire, va même jusqu'à le qualifier de modèle négatif, tellement ses réussites sont extrêmes, presque inhumaines, qu'elles découragent toute imitation. Le mythe du sauveur unique est bien en place. Et ce qui est fascinant, c'est que ces succès spectaculaires sont des cas d'école de la théorie du cygne noir. Vous savez, c'est l'idée d'un événement tellement improbable, tellement imprévisible qu'on ne le voit pas venir. Mais une fois qu'il a eu lieu, tout le monde le rationalise, comme si c'était évident. C'est un mécanisme psychologique hyper puissant. Ça transforme une prise de risque et une chance extrême en une sorte de destinée messianique, en une preuve de génie. Mais ça c'est la matrice qu'on veut nous faire voir. Derrière cette façade de sauveur, il y a un mécanisme de pouvoir. Froid, calculateur, un empire. Alors, passons du mythe à la machine qui l'alimente. Un empire qui n'est pas bâti sur des produits, mais sur la possession des solutions à notre propre extinction. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'économie existentielle. 200 milliards de dollars. Ce chiffre est hallucinant. Mais ce n'est pas la valeur d'une entreprise classique. C'est le prix que le marché met sur la domination future des secteurs vitaux pour la survie de l'espèce humaine. On n'achète plus des profits actuels. On parie sur le monopole futur de notre propre salut. L'espoir de survie de l'humanité est devenu une classe d'actifs financiers. Et ce tableau illustre la stratégie à la perfection. Le portefeuille n'est pas juste diversifié, il est convergent. Chaque société est un monopole existentiel. Tesla nous vend la transition énergétique, SpaceX la survie sur une autre planète et XAI la sécurité face à l'intelligence artificielle. Chaque projet, en fait, transforme une peur collective en une opportunité de marché massive. Et pour protéger cet empire, tout contre-pouvoir doit être neutralisé. Quand il traite les sociétés de conseil et aux actionnaires de terroristes corporatifs, ce n'est pas juste une dispute sur son salaire, non, c'est une guerre pour obtenir une immunité managériale totale. Une immunité qui lui permet de mener ses projets sur le très long terme sans aucune des contraintes de la gouvernance classique. Le point crucial ici, c'est que le salut de l'humanité, dans sa vision, ne peut pas tolérer la démocratie actionnariale. Voyons maintenant comment ce moteur économique se transforme en pouvoir géopolitique brut. Un pouvoir qui vient directement défier la souveraineté des nations. Starlink, ce n'est pas un simple FAI. Il faut bien comprendre que c'est une infrastructure à double usage, civil et militaire. Et elle est aujourd'hui totalement intégrée au système de commandement de l'OTAN. La fusion entre les intérêts commerciaux d'un seul homme et la sécurité militaire de dizaines de pays est complète. Un PDG privé tient les rênes du système nerveux numérique d'une alliance militaire. L'histoire nous offre ici un parallèle qui fait froid dans le dos. La Compagnie britannique des Indes orientales contrôlait les routes maritimes, les ports et elle exerçait des fonctions d'État. Aujourd'hui, SpaceX et Starlink contrôlent l'orbite basse terrestre, la nouvelle autoroute de l'information mondiale, et exercent des fonctions très similaires. Dicter les conditions dans une guerre, allumer ou éteindre la connectivité d'un pays entier. Le contrôle des infrastructures, hier comme aujourd'hui, c'est le levier ultime de la domination. Cette matrice, elle résume bien la nouvelle architecture du pouvoir. On a le contrôle des infrastructures, comme la Compagnie des Indes. On a la course à l'arme existentielle, l'IA, qui est une sorte de projet Manhattan privé. Et enfin, on a l'intégration dans les opérations militaires, à la manière d'une agence de renseignement privée. Ces entreprises sont en train de répliquer les vieilles structures du pouvoir absolu, mais sous un commandement privé, unifié et incroyablement agile. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le code source. L'idéologie profondément personnelle qui pilote toute cette immense machine de contrôle. Le natalisme. Sur le papier, c'est une idéologie qui encourage la procréation pour sauver l'humanité de l'effondrement démographique.
C'est un appel à la survie de l'espèce, un discours de salut collectif, mais derrière ce grand récit, l'application personnelle de cette idéologie révèle un projet d'une toute autre nature. Certaines enquêtes parlent d'une obsession pour la procréation, de sa vision d'une légion de bébés pour propager son propre code génétique. On pourrait appeler ça du technobiologisme. L'impératif de sauver l'humanité se transforme en un projet égogénique. La croyance que sa propre lignée est essentielle, voire indispensable à notre survie, la volonté de possession s'étend maintenant de la technologie à la biologie elle-même. Pour que le Messie puisse s'agir, il doit contrôler l'histoire qu'on raconte. En possédant la plateforme X, il s'est offert un contrôle direct, sans filtre, sur le narratif de son propre projet de salut. Il peut discréditer les médias traditionnels, diffuser son idéologie en direct et court-circuiter toute forme de critique. Sa mission n'est plus présentée comme une menace potentielle, mais comme une nécessité absolue. Maintenant qu'on a décodé le système, on peut commencer à voir les deux futurs possibles, les deux chemins divergents que cette nouvelle forme de pouvoir est en train de tracer. La prophétie est en marche. Le chemin se sépare en deux. D'un côté, on a la promesse d'une renaissance techno-utopique, un avenir sauvé par la technologie. Et de l'autre, le risque d'un néo-féodalisme mondial, un avenir possédé par ses architectes. Cette concentration extrême de pouvoir nous mène quasi inévitablement à un résultat binaire. Alors que faire ? Le défi, ce n'est pas de juger le Messie, c'est de construire les garde-fous. Il faudrait une gouvernance internationale pour ces infrastructures privées critiques, pour garantir leur neutralité. Une surveillance éthique et multilatérale de l'IA, pour que son pouvoir ne soit pas juste confisqué. Et bien sûr, investir massivement dans des alternatives pour qu'on garde une forme de souveraineté numérique. En fin de compte, la conclusion est presque inévitable. La volonté de sauver l'humanité est ici inséparable de la croyance que son code, à la fois technologique et biologique, est la seule et unique voie. Le Messie a besoin de la possession. Possession de l'infrastructure, du récit et de l'avenir lui-même. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui donne le vertige. L'humanité est-elle un projet à sauver ou une entreprise à acquérir ? Le code est en train d'être écrit, maintenant. Et la réponse, elle définira la prochaine phase de notre évolution.